L'art et l'amour, c'est toujours les deux choses qui ont été au centre de ma vie. C'est pour ça que Tosca, pour moi, c'était une évidence. Dans la vie, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut utiliser chaque souffrance, chaque épreuve, pour la transformer en quelque chose de positif. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je reçois aujourd'hui une femme brillante de la joaillerie, Delphine Antoine, collectionneuse et présidente de Vicidarte. Bonjour Delphine. Bonjour Anne. Alors Delphine, l'amour des bijoux, ça vient d'où ? Alors c'est une longue histoire, une histoire qui a commencé quand j'étais adolescente, où j'étais passionnée évidemment d'histoire de l'art. Et j'avais une peintre que j'affectionnais particulièrement à la fois pour son histoire et pour sa peinture, qui était Frida Kahlo. J'ai tombé en admiration quand j'avais 15 ans sur les photos de cette femme avec des bijoux ethniques, parce que ça a été la première femme à en porter. Et je me suis dit, ça c'est... Ce rapport aux bijoux, c'est ce qui m'inspire et je veux faire la même chose en fait. Donc après, j'ai fait des études d'histoire de l'art, etc. Les chemins m'ont mené un examen raté de commissaire-priseur. Et puis, je me suis retrouvée à travailler dans une galerie qui était la galerie Yves Gastou. Et puis, j'ai travaillé dans cette galerie et s'est nouée une histoire d'amour avec Yves qui a duré 15 ans. Et c'est avec lui que j'ai commencé cette collection de bijoux. D'abord de bijoux ethniques, ça c'était mon idée, pas du tout la sienne. Et puis ensuite, lui m'a plutôt initiée à tous ces bijoux des années 70, comme Jean Vendôme, Andrew Grima, David Webb, toute cette joaillerie créatrice en fait postmoderniste. Et donc on a sillonné le monde, on a trouvé des bijoux dans nos voyages, dans les salons. Et puis il m'a présenté aussi à tous ces artistes avec lesquels j'ai noué des liens. Et je me suis mis aussi à collectionner les bijoux d'artistes parce que c'était comme des petites sculptures à porter. Et finalement, il y avait un lien avec le bijou ethnique parce qu'au fond, le bijou ethnique, c'est aussi comme une sculpture, c'est un bijou qui danse, qui bouge, un petit peu comme les bijoux cinétiques finalement de Bury ou de Garga, etc. Est-ce que tu pourrais justement nous définir, parce que du coup tu as une collection personnelle, tu as dit 3000 pièces quand même, est-ce que tu pourrais nous définir les différents bijoux ? Alors le bijou ethnique, c'est quoi exactement ? C'est un bijou qui a un côté tribal, qui a un côté ancestral, qui est un bijou qui bouge avec le corps. On parle souvent, pour les bijoux ethniques, de collier de danse, puisque c'est un bijou qui fait du bruit. Parce qu'à l'origine, c'était un bijou qui avait un côté un peu mystique, un peu talismanique, qui était destiné à écarter le mauvais œil. Et puis les bijoux ethniques, moi j'ai beaucoup de parures du Maghreb. C'était des bijoux en fait qui servaient, si vous voulez, de dot aux femmes. Donc elles portaient en fait toute leur richesse sur leur cou. C'était ça l'idée. C'était la carte bleue alors ? Voilà, c'était la carte bleue puis l'assurance vie. Mais finalement, il y a un lien avec le bijou parce que on dit toujours que le bijou c'est l'assurance vie de la courtisane. Hein. C'est vrai au 19e, c'est vrai aussi aujourd'hui. Quand les femmes divorcent, la première chose qu'elles font, c'est de vendre leurs bijoux pour avoir de l'argent, quoi, en fait. Hein. Et du coup, le premier bijou ethnique que tu as acheté, c'était quoi ? Alors, je m'en souviens très bien. C'était dans une brocante à Port-de-Lanne, dans le sud-ouest, qui est une brocante qui réunit 300 marchands, je crois, dans un village improbable. Et c'était un bracelet qui vient d'Algérie, un bracelet kabyle,
qui était un bracelet en argent avec du corail. Et Yves, à l'époque, me dit « Mais pourquoi t'achètes ça ?» Je lui dis « Parce que ça me plaît. » Et puis avec le temps, lui au départ il trouverait ça, c'était pas du tout son goût, c'était pas du tout sa culture. Puis je me suis mis à en accumuler. Et puis après, il a tellement aimé cette idée que j'ai eue de collectionner des bijoux ethniques, qui était quelque chose que personne regardait. Ça, j'ai dû le payer 10 €. Donc c'était pas du tout quelque chose que les gens recherchaient. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'être collectionneur, c'est avoir un œil, une préférence. C'est pas forcément dépenser plein d'argent sur quelque chose. Non, c'est d'abord suivre son cœur. De toute façon, on n'achète jamais aussi bien que quand on suit son cœur. Et puis, c'est surtout regarder ce que les autres ne voient pas. Mais pour ça, ça veut dire faire confiance en son goût, en sa propre intuition. C'est pas forcément un geste réfléchi de capitalisation, de thésaurisation. Dans ce cas-là, il faut mieux acheter des bijoux signés. Mais c'est un geste, c'est un élan du cœur. Et donc, est-ce que dans ces bijoux ethniques, en dehors du premier, il y en a un que tu aimes particulièrement, que tu vendras jamais et que tu nous décrirais? Oui, c'est une manchette en fait indo-chinoise, qui est un travail de l'ancienne du Siam, hein, qui est une manchette en fait en argent, qui est très filigranée, avec ce travail du filigrane très, très pointu, très, très élaboré, très sophistiqué que pratiquaient les Asiatiques en 1900. C'était un bijou qui était fait pour les colons à l'époque, hein, puisque c'était l'Indochine française en fait. Et pourquoi c'était fait pour les colons? Parce que c'était un goût, donc ce bracelet, il a une énorme turquoise brute qui est très gros, c'est une très grosse manchette, parce que les colons aimaient à la fois ce côté joaillier du filigrane et ce côté traditionnel des savoir-faire siam. Donc c'était adapté en fait un goût. Il y en avait beaucoup aussi qui ont été faits par exemple avec des verres qui reprenaient un petit peu le verre Lalique ou le verre Art déco. Donc il y avait à la fois ce syncrétisme entre le goût occidental pour le bijou Art déco finalement, et cet aspect ethnique du traitement du filigrane qui est propre aux cultures de cette région-là de l'Asie. Et donc elle est grande comment ta manchette? C'est une manchette qui vraiment doit faire une largeur de 10 cm. Et c'est surtout un énorme cabochon de turquoise qui a un peu la forme d'une montagne. Donc pour moi c'est un paysage, quoi. C'est un petit monde en fait. Et donc, tu disais art déco, parce que ça, c'est un autre pendant naturel chez toi, c'est si t'es attiré par l'ethnique, mais t'aimes beaucoup l'art déco. J'aime beaucoup l'art déco, j'aime encore plus l'art nouveau, parce que ce sont des styles extrêmement créatifs, très en rupture de ce qui s'est fait. C'est vraiment un style très identifiable. Et puis l'art déco, c'est un bijou qui rappelle un petit peu l'architecture. Moi, je suis une passionnée d'architecture, donc il y a une force et une simplicité. Il y a un côté un peu radical chic dans le bijou art déco qui est très facile à porter et je trouve qu'il y a un des styles qui a le mieux vieilli finalement. Et le premier bijou art déco donc, que tu as acheté, tu t'en souviens? Oui, c'était une bague de bois vin que j'avais chinée qui était en ébène avec une bague clou, en fait en ébène avec du corail et qui avait cette extraordinaire technique de René Boivin qui était ce serti d'or dans le bois. Ça, il y a vraiment que lui qui a su faire ça, c'est-à-dire il y a ce serti d'or qui est plaqué sur le bois. Alors c'est une bague très fragile, mais qui est extrêmement moderne, quoi. C'est un ravissement à la porter. Surtout, il y a un côté très organique quand on la porte, très, très espèce de fusion avec le corps qui est génial. Et quel est le bijou que tu adorerais avoir de cette époque? J'aimerais beaucoup posséder une manchette de Templier. Je pense à une manchette avec il y en a une qui est présente dans la galerie des arts décoratifs qui est extraordinaire, avec ces pavages en fait de rubis qui sont taillés en fait en carrés, un petit peu comme des carrés de sucre, et qui forment comme un espèce d'alignement horizontal, comme une espèce de mosaïque en fait de pierres précieuses, avec des formes très inspirées par la mécanique, en fait, par le tubisme, par tous ces mouvements qui viennent de Fernand Léger, etc. Tu nous dis 2 mots de Raymond Templier? Alors, Raymond Templier, c'est un créateur très précurseur donc, des années 30, un peu dans la lignée de Fouquet, qui a créé donc, des bijoux en argent. Donc, c'est une matière précieuse, mais qui coûte toujours d'ailleurs moins cher que l'or. Donc, ça permettait effectivement de s'exprimer sur des volumes beaucoup plus importants et donc de créer des pièces très créatives et très spectaculaires aussi. Oui, il n'existe plus aujourd'hui, Raymond Templier. Non. Il n'y a pas de maison. Non. Sa boutique était en face de Drouot, d'ailleurs. La boutique originelle de Templier se trouve juste en face de Drouot. Et maintenant, c'est une boutique qui est toujours une boutique de bijoux, d'ailleurs, d'antiquaire. Donc, en tout cas, si on trouve du Raymond Templier, il faut le garder. Il faut le garder, oui, bien sûr. Et c'est quoi la caractéristique de son style ?
C'est un style extrêmement géométrique et mécanique. Ce qu'on appelle le bijou mécanique, c'est cette époque où on avait par exemple les bracelets de Cartier. Cartier s'en est inspiré, d'ailleurs les grands joailliers comme Cartier se sont inspirés de Templiers. Il a fait aussi des boucles d'oreilles extraordinaires en forme de building que portait Brigitte Heim, qui était une actrice célèbre de l'époque, qu'elle portait dans des films de cinéma muet. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça donne une indication de l'époque où c'était. Tout à fait. Cette collection, comme tu l'as juste abordée, correspond avec ta rencontre avec Yves Gastou. Donc Yves Gastou, c'est un galériste très connu. Oui, Yves est un galériste très pionnier parce que ça a été le premier marchand en fait qui a mélangé le design avec les antiquités qu'il appelait du futur, c'est-à-dire ce qu'il avait redécouvert lui, c'est-à-dire les années 40, les années 50, puis les années 70. Et moi, quand j'ai rencontré Yves en 2006, il était dans la pleine période de la redécouverte des années 70 dans les arts décoratifs. Et c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait aux arts décoratifs au sens large, c'est-à-dire aussi aux bijoux. Parce que Yves était un collectionneur de bijoux, il avait une collection de bagues d'hommes incroyable, mais il collectionnait aussi des bijoux de femmes avec moi. Donc on a fait cette collection en duo. Et donc grâce à lui, j'ai découvert par exemple un créateur qui ne cesse de me passionner et dont j'ai toujours je débusque, je cherche toutes ces pièces, c'est Jean Vendôme. Donc on est allés ensemble dans son atelier. C'était en 2007, je me souviens, avec Thierry qui était là, son fils. Et j'ai vu ses créations et j'ai été complètement fascinée par son appréhension de la minéralogie, parce que la minéralogie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Quand j'étais ado, j'avais toute une petite collection de géodes de pierre. Les géodes m'ont toujours fascinée. Donc l'aspect collection, ça date de longtemps finalement. Oui, j'ai toujours collectionné des petites choses quand j'étais ado. Et quand j'ai vu ce joaillier qui insérait des géodes de pierre, qui pour moi sont des petits mondes, sont comme des voyages, comme des paysages qui évoquent les montagnes, plein de choses, je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire. Et voilà. Et avec ce cheminement, après, je suis allée vers d'autres créateurs, un peu dans la même veine, comme Andrew Grima, Elisabeth Dugeffner, ce genre de créateurs, Jacques Michel aussi, plein d'autres choses. Quelles sont leurs caractéristiques, Grima, tout ça? Je dirais que ce qui les lie, c'est la poésie minérale. Donc toujours cette base de la minéralogie, c'est-à-dire ils utilisent, ils insèrent les minéraux bruts, mais c'est l'époque aussi. C'est les années 70 où on est vraiment dans ce retour déjà à la nature. Et puis en même temps, ils ont tous ce savoir-faire joaillier. Ce sont tous des bijoux de joaillerie. C'est différent du bijou d'artiste qui est un peu plus artisanal, ou qui est soit artisanal parce que fait par des artistes, soit édité par des éditeurs. Donc un côté soit plus manufacturé, soit plus artisanal. Le bijou d'artiste joaillier, c'est différent. C'est un bijou qui conjugue à la fois le côté artistique de l'objet avec les savoir-faire joailliers. Et ça me plaît énormément. C'est vraiment ce que je défends aujourd'hui avec Vici d'Arte. Alors, dans cette galerie, tu rentres, t'es toute jeune, et donc ton premier métier, j'allais dire, tu apprends la galerie. Et donc, tu t'occupes des clients, de la documentation. Tu nous racontes un peu ça ? Au départ, oui, Yves m'avait recruté parce qu'il cherchait quelqu'un qui parlait anglais. Et lui, qui était ce marchand qui avait quand même fait toute sa carrière essentiellement sur le marché américain, parlait pas un mot d'anglais. Donc ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça tellement paradoxal, mais ça allait vraiment avec le personnage. Et il me dit, est-ce que vous parlez anglais ? Puis est-ce que vous aimez l'opéra ? Je dis oui, ça tombe bien parce que j'adore l'opéra. J'avais été initiée à l'opéra quand je faisais des études d'histoire de l'art en province par un prof qui était passionné d'opéra. Donc ça a commencé comme ça. Et donc au début dans la galerie, effectivement, je m'occupais essentiellement de la clientèle américaine. Donc c'est moi qui m'occupais des clients, mais Yves ne me laissait jamais faire une vente, donc j'étais tout le temps avec lui. Il était c'était pas quelqu'un qui déléguait facilement. Mais par contre, il y a une chose qu'il a énormément déléguée, même totalement, qui m'a déléguée, c'est la partie catalogue. Donc j'ai écrit tous les textes de la galerie, tous ces catalogues, et c'est là où j'ai rencontré tous ces artistes extraordinaires, comme Parvin Curie, Monique Rosanès, Jean-Claude Fary, tous ces artistes qui faisaient aussi, et je m'en suis rendu compte très vite, des bijoux. Donc en fait, moi, ce qui me passionnait, c'était quand j'allais dans ces ateliers, bon déjà, je voyais les œuvres, mais au-delà, encore plus que leurs œuvres, ce qui me passionnait, c'était leurs bijoux. Et à chaque fois, j'avais cette espèce d'émulation, de surprise, de découvrir des bijoux que l'on achetait avec Yves. Donc voilà, partie catalogue, et ça m'a ouvert tellement de portes que c'est merveilleux.
Et donc, dans cette partie documentation, qui est donc liée directement avec l'histoire de l'art, puisque ça fait partie des métiers, puisqu'ils étaient vivants, qu'est-ce que tu avais, c'était quoi la spécialité que tu devais faire ? Ce qui était passionnant, c'est que je pouvais échanger avec eux, parler avec eux, les interviewer d'abord, un peu un travail finalement journalistique. Et puis j'ai toujours eu une faculté d'écriture, parce que j'ai fait plusieurs bouquins, même avant En fait, quand je suis rentrée à la galerie, j'avais déjà publié un livre sur la femme en 1900. Yves a compris très vite que je pouvais l'aider à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'avais ce talent d'écriture qu'il pourrait utiliser aussi pour la galerie. Et c'est ce qui était passionnant, c'est l'échange avec ces artistes, voir à quel point c'était des gens passionnés par leur métier. En plus, c'est des artistes qui ont tous connu des traversées du désert, des épreuves de vie. Donc ils avaient tous l'expérience de ces carrières qui sont passionnantes, passionnées, mais tellement difficiles aussi. Quel est celui qui t'a le plus marqué ? Alors, c'est le premier que j'ai rencontré, c'était en 2006, je venais juste d'arriver à la galerie, c'est Jean-Claude Farry, qui était un artiste extraordinaire, avec un aspect hédoniste tellement fort. Et première exposition, donc je vais avec lui, avec Yves à Nice pour voir son atelier, et il nous invite à la Colombe d'Or. Moi, j'avais donc 25 ans à l'époque, je sortais des études que j'avais fait en province, et j'arrive à la Colombe d'Or où je vois cet hôtel avec tous ces œuvres d'artistes, César, Reynaud, Farry, Picasso, Miro, j'ai l'impression de tomber dans un monde qui m'a toujours fait rêver et je vis ce rêve. Donc j'ai l'impression de vivre ce rêve. Et puis ensuite on parle, Farry c'était quelqu'un qui racontait plein d'histoires. Il nous racontait ses histoires avec César. Quand César disait à ses clientes, tiens, tu vas me faire des bijoux, alors tu prends tous les bijoux de famille et puis on va les compresser. Les soirées où ils allaient dans les restaurants, etc. Donc des artistes avec vraiment un vécu et une capacité de transmettre les émotions. Quelqu'un de très joyeux, Farry, de très bon vivant. D'ailleurs, il est mort un peu de ça, très précocement. Il a tellement grillé la vie qu'il n'a pas fait attention, mais c'était merveilleux. Donc lui m'a beaucoup marqué. Puis il y a une autre artiste aussi qui m'a énormément marqué pour des raisons complètement différentes, c'est Parveen Curie. Parce que d'abord, j'ai une vraie admiration pour son travail. C'est une femme qui a appris la sculpture, non pas dans les écoles de beaux-arts, mais qui a appris la sculpture avec les rencontres qu'elle a faites, notamment son premier mari, Marcel Marty. Donc c'est une femme en fait qui a eu un peu finalement la vie que j'ai eue au fond, qui a appris et qui a avancé dans la vie dans les rencontres qu'elle a fait, parfois avec de la souffrance, mais toujours elle a surmonté à chaque fois ses épreuves de vie et elle les a sublimées à travers sa création. Et c'est une œuvre à la fois austère et en même temps très forte, très puissante, qui est nourrie aussi de ses voyages, de l'architecture, de tout ce que j'aime moi en fait. Et elle fait des bijoux extraordinaires aussi. Moi, quand je t'ai rencontré, c'était lors de l'exposition Bac d'Homme. Oui, tout à fait. Tu nous racontes un peu cette exposition, parce que du coup, là, on fait un grand saut dans le temps, de 2006 où tu rentres, à l'époque où là, tu es tellement dans la galerie, dans ce métier de galériste où tu as évolué, que tu es carrément le commissaire d'exposition. Oui, c'est en 2018. Je suis à la fois le commissaire d'exposition et le livre que j'ai écrit. C'était une idée que j'avais eue, que j'avais soumise donc à Yves, qu'il avait validée parce qu'il adorait l'idée. Et il le disait, c'est pas moi qui le dis, c'est grâce à moi qu'il a pu aller au bout des choses, parce que Yves, c'était un découvreur, mais c'était pas quelqu'un qui allait au bout des choses dans ce travail extrêmement rigoureux qu'est l'écriture, parce qu'un livre, c'est un travail colossal, considérable. Donc oui, il me donne cette possibilité d'être commissaire de l'expo. Pour lui, c'est naturel. Donc en fait, c'est moi qui ai trouvé toutes ces thématiques, parce que Yves, c'était un collectionneur de boîtes, c'est-à-dire qu'il accumulait, et puis il n'y avait aucune cohérence. Il ne documentait pas sa collection, il ne l'organisait pas. Donc j'ai vu toutes ces bagues, je les ai regardées une à une, et j'ai dégagé des thèmes, des thématiques, des lignes forces. Et c'est comme ça qu'est né ce livre d'abord, puis cette exposition. Et ensuite, par contre, il a complètement imaginé la scénographie très mystico-pop, comme il aimait faire. Ça, c'était son œuvre. Il a fait une sorte de happening, en fait, une sorte d'œuvre totale, si je puis dire. Voilà. Et c'était à l'École des Arts Joailliers. Tout à fait. En 2018. En 2018. C'est quoi le métier de commissaire d'exposition, là ? On organise, on crée des thématiques, et puis... Le métier de commissaire d'exposition, c'est d'abord s'imprégner d'un univers.
le comprendre. C'est un duo, parce que cette expo, on l'a fait ensemble. C'est-à-dire qu'Yves, effectivement, était l'artiste, et moi, j'étais un peu le factotum, c'est-à-dire j'étais celle qui organisait les choses, Voilà, j'étais dans une démarche... En fait, j'étais un peu le côté rigoureux, le côté documenté, un peu laborieux de ce qu'il n'était pas. Et c'est pour ça que notre duo fonctionnait très bien. Mais en même temps, donc, le métier de commissaire d'expo, c'est à la fois développer une esthétique, choisir les pièces et surtout dégager une structure, des thématiques pour que ce soit compréhensible. En fait, commissaire d'expo, c'est un peu comme créer un livre au fond. C'est vraiment, il faut créer un parcours compréhensible. Il faut aussi bien sûr créer des contenus, écrire des textes qui soient accessibles, compréhensibles, qui permettent d'éclairer le parcours, mais surtout de le rendre passionnant, que ce soit pas trop compliqué, trop universitaire, sans pontifiant, quoi. Il faut que ce soit ludique, amusant. Il faut que les gens s'amusent en fait. Tout en expliquant bien les racines, la fabrication, l'histoire de l'art, le bijou, etc. Voilà, l'histoire des pièces. Il faut qu'il y ait du contenu, mais il faut surtout qu'il y ait de la joie et de l'amusement. Et je crois que c'est ce qui a été le succès de cette exposition. C'est ce mélange des deux. À la fois la rigueur scientifique, mais aussi la jubilation de cette expo, qui était visuelle aussi, qui était comme une fête, qui était comme une expérience, je trouve. Une fois, tu m'as dit que les bijoux, c'était toujours une histoire d'amour et que souvent, les galeries, les collections, c'était aussi une histoire d'amour. Alors du coup, on va parler un petit peu de choses privées. Tu dis, et on commence à le comprendre, votre duo avec Yves, c'est-à-dire qu'au début, tu rentres comme salarié et puis finalement, vous partagez une histoire d'amour. Complètement, très, très rapidement d'ailleurs, ça a été quasiment instantané. C'est-à-dire que très vite, notre duo est devenu un duo amoureux et professionnel. Et ma vie s'est construite comme ça, c'est-à-dire que j'ai eu une très grande chance, je crois, de le rencontrer, parce que je venais de province, j'avais aucun réseau, aucun, mais quand je dis aucun, c'est aucun. Yves m'a ouvert toutes les portes, il a puisé en moi sans doute une énergie, celle de la jeunesse bien sûr, mais aussi du talent, il l'a senti, il a décelé mon talent beaucoup plus tôt que je n'ai compris le mien, donc ça c'était aussi la force de ce duo, c'est-à-dire qu'il m'a révélé à moi-même ce que je n'avais jamais... par manque de confiance en moi ou compris. Donc il me l'a révélé et grâce à ça... C'est ton maïoticien personnel. Oui, ça a été une forme un peu de Pygmalion, c'est-à-dire, et moi j'étais un peu sa muse, il y a eu un rapport peut-être d'artiste dans notre relation, parce que Yves c'était un galériste qui exerçait son métier comme un artiste et c'est ce qui m'a plu en lui. C'est-à-dire ce que j'aimais dans l'histoire de l'art, je l'ai vécu moi quelque part. Donc ça a été merveilleux, donc une histoire superbe, magnifique, très difficile à construire parce que c'était un personnage... avec beaucoup de personnalité. Donc, il a fallu aussi que je m'affirme, que je me défende. Mais ça, je sais le faire. Et puis, j'ai aussi ma personnalité. C'est ce qu'il apprécie aussi en moi. Et je laissais prendre la place, parce que le soleil, en général, n'aime pas l'ombre. Mais je l'ai accepté. J'en avais besoin, sans doute, pendant toutes ces années pour me construire. Et puis, malheureusement, les choses ont fait qu'un jour, il est parti, il est décédé. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est simple. En fait, dans la vie, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut utiliser chaque souffrance, chaque épreuve pour la transformer en quelque chose de positif. Et cette chose positive qui s'est construite dans la difficulté, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu les épreuves du deuil, ça s'appelle Vicidarte. C'est cette société que j'ai montée. Alors justement, Vicidarte, c'est exactement ce que tu veux faire sur le transformer son épreuve en positif, puisque ça veut dire j'ai vécu pour l'art, et c'est quand même un air de soprano de la Tosca, l'opéra italien de Puccini, et c'est une aria tragique. Et cette aria tragique, signifiée en français, donc ce sera beaucoup moins beau qu'en italien, je m'en excuse. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour, je n'ai jamais fait de mal à âme qui vive. Par une main cachée, j'ai soulagé toutes les misères que j'ai rencontrées, toujours avec une foi sincère. Ma prière est allée vers le Saint-Tabernacle, toujours avec une voix sincère, j'ai offert des fleurs à l'autel. En ce temps de douleur, pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, pourquoi m'en récompenses-tu ainsi ? J'ai offert des joyaux pour le manteau de la Madone et offert mon chant aux étoiles, au ciel, qui en resplendissait encore plus beau. En ces temps de douleur, pourquoi, Seigneur, pourquoi m'en récompenses-tu ainsi ? C'est très beau, mais c'est très douloureux. Et tu as choisi de t'en servir comme drapeau. Oui, parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans cette épreuve de la séparation d'Yves.
C'est-à-dire, j'avais fait tellement d'efforts pour construire cette relation professionnelle, personnelle, je me suis dit, pourquoi est-ce que les choses me sont retirées? Mais j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis 2 ans en fait, et puis je me suis dit, en fait, dans la vie, on perd les choses pour en retrouver d'autres. Et c'est quand on fait le deuil de ce que l'on a perdu, c'est quand on comprend qu'on a plusieurs vies, qu'on trouve sa force. Et quand on trouve la force en soi, le chemin s'ouvre. Alors il a été compliqué, laborieux, parce que comme toute entreprise, ça met du temps avant de démarrer. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'obstination, mais ça j'en ai à revendre. Mais c'est exactement comme Tosca. J'ai sacrifié des choses dans cette vie. Moi aussi, j'ai vendu des bijoux auxquels je tenais pour commencer cette activité, des bijoux très importants dans ma collection. Et je regrette rien, parce que l'émotion, c'est justement d'en trouver d'autres. Et puis surtout, c'est un peu, vous savez, un bijou, on dit toujours... Moi, je pense vraiment que le bijou choisit celui qui va le porter ou le collectionner. Et quand j'ai un client qui achète ce bijou, une cliente, et je sens que ce bijou va être aimé d'une autre manière, je suis très émue et je suis très heureuse de le quitter. Et je me dis, j'en retrouverai d'autres. Mais oui, ça a été... ma vie, elle s'est construite avec beaucoup de difficultés. J'ai eu dans ma vie beaucoup de chance et beaucoup de malchance. Et c'est à chaque fois, j'ai rebondi sur ces malchances en essayant de les transformer en quelque chose de positif. Un peu comme beaucoup de vies d'artistes. Je parlais de Parveen Curie tout à l'heure. Tous ces artistes, c'est sans doute pour ça que j'ai beaucoup d'émotions à les rencontrer comme personne et aussi comme œuvre. J'ai une artiste aussi, Marie-Noëlle de la Poipe, dont je défends les créations. C'est ça aussi. Elle a eu ses résiliences. Son art, ça a été une résilience pour elle. Elle a vécu cette histoire... d'amour extraordinaire avec un monsieur qui était un héros de la guerre qui s'appelait Roland de la Poipe. Et puis il l'empêchait, c'était difficile pour elle de créer en sa présence parce que c'était un monsieur qui avait beaucoup de personnalité. Puis c'est quand il est décédé qu'elle s'est remise à la création. Et là, elle a trouvé toute sa voix, etc. Et puis Tosca, c'est une artiste aussi. C'est une femme qui a à la fois cette ambition, cet ego, et en même temps qui a cet immense cœur, cette immense sensibilité, puisqu'elle sacrifie tout à l'amour de son amant, parce qu'en fait, la vie, l'art et l'amour, c'est toujours les 2 choses qui ont été au centre de ma vie. C'est pour ça que Tosca, pour moi, c'était une évidence. Visidarte, c'est la galerie que tu as créée, et c'est une galerie spéciale parce qu'elle est nomade. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'inventer dans la conception du métier de galerie. C'est une vision beaucoup plus moderne parce que pendant 15 ans, j'ai eu l'expérience d'une galerie en interne. Donc j'en ai vu un petit peu les points forts, mais les points faibles. Et aujourd'hui, le monde a changé. Le digital a changé énormément le marché de l'art. Alors c'est vrai pour une galerie d'art classique, mais c'est vrai aussi pour le bijou. Et donc il est intéressant aujourd'hui d'intéresser les acheteurs à des choses différentes, c'est-à-dire de leur proposer à la fois des expériences, des expositions thématiques. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'investir non pas dans un lieu fixe, mais de proposer à mes clients des expositions sur des thèmes différents. Ça peut être le bijou d'artiste, ça peut être Jean Vendôme, ça peut être le bijou ethnique, pourquoi pas, c'est un projet aussi que j'ai. Plein d'autres idées, ça a été aussi des expositions monographiques comme Marie-Noëlle de la Poipe, que je défends. Mais à chaque fois de proposer une thématique et de constituer comme une mini-exposition muséale construite dans un lieu différent. Donc il y a à la fois, je dois à la fois chercher des bijoux et des lieux. Parfois aussi, je développe des partenariats avec des artistes, comme je l'ai cité, ou d'autres galéristes, comme la galerie Seconde Pétale, qui elle a une galerie digitale. Donc c'est une vision beaucoup plus moderne du métier. Ça permet à la fois de surprendre les clients, de leur proposer des choses différentes, et puis surtout, autre chose très importante, de réduire les coûts de fonctionnement. Donc, ce qui me permet aussi de proposer à mes clients des bijoux de très grande qualité à des prix beaucoup plus attractifs, parce que j'ai pas tous ces wagons à tirer d'une galerie classique. Si je comprends bien, Visidarte est vraiment la fusion de toutes tes expériences, puisque ton expérience muséale, tu proposes des mini-expositions muséales avec une super scénographie et des lieux insolites, tu m'as expliqué, tu vas nous raconter. Et puis, tu proposes la curation, la définition du thème. Et à chaque fois, ça permet de créer une surprise, c'est-à-dire qu'il y a ta collection, il y a dans ta collection les pièces dont tu veux bien te séparer. Il y a aussi les bijoux que tu achètes dans l'objectif de satisfaire tes clients. Tout ça est lié par toi. Et donc, ta différence, c'est bien ton goût, si je peux dire. Pour ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, qui est donc le bijou de joaillier
artiste. Oui, donc la différence, c'est effectivement l'éclectisme aussi de mon goût, parce que mon goût va du bijou ethnique, en passant par le bijou d'artistes joailliers, comme Jean Vendôme, Grima et d'autres, et puis aussi le bijou d'artiste que je continue à défendre, qui est un domaine, c'est une toute petite niche, le bijou d'artiste, c'est très peu de collectionneurs, mais c'est un bijou qui me passionne, parce qu'il a été nourri, comme je l'expliquais avant, de toute mon expérience et de toutes mes rencontres avec les artistes. Donc oui, c'est l'idée effectivement de l'éclectisme d'un goût. J'essaye aussi je m'intéresse toujours à ce que les autres ne voient pas. C'est-à-dire, je ne vais pas vers un bijou... quand les choses sont trop connues, j'essaye de passer à autre chose pour pouvoir acheter aussi des pièces, pour pouvoir défendre ces artistes, les faire connaître. Et les collectionneurs me font confiance, souvent me suivent dans mes démarches. Alors c'est un effort, c'est pas simple. Et puis effectivement, c'est des lieux que je sélectionne pour leur beauté, leur singularité. Comme par exemple un lieu dans lequel je fais souvent des manifestations qui s'appelle la Folie Saint-Martin, qui est un lieu de collectionneurs avec toute une grande collection de sculptures des années 30 jusqu'aux années 70. Qui est un lieu aussi qui me permet de proposer des formats différents à mes clients, comme par exemple des dîners de collectionneurs ou aussi des expositions conférences. J'officie moi-même comme conférencière parce que c'est aussi une des facettes. En fait, j'ai compris aussi en travaillant avec Yves pendant toutes ces années que c'est un peu comme une pierre. J'ai beaucoup de facettes, j'ai beaucoup de compétences et de talents que j'ai exploités dans la galerie, donc qui m'ont été révélés à moi-même aussi, et que maintenant j'exploite pour moi-même et pour mes clients. Et en faisant ça, tu réponds à la demande naturelle aujourd'hui de tout le monde, qui est on ne veut pas acheter pas intelligent, on veut savoir des choses, on aime qu'on nous apporte du contenu, d'ailleurs c'est un peu le sujet aussi du podcast, tout à fait, comprendre des choses et apprendre des choses d'une façon ludique. C'est ça, c'est s'amuser en apprenant et surtout, j'aime beaucoup. Ce qui me passionne vraiment dans le rapport que j'ai avec mes clients, c'est leur ouvrir aussi des univers. Comme moi, on m'en a ouvert quand j'ai commencé à travailler dans cette galerie. Donc, je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que les choses qu'on donne à découvrir. Parce qu'effectivement, si c'est pour acheter... des bijoux extrêmement connus, mais extraordinaires. Il y a des marchands beaucoup plus talentueux que moi, installés depuis tellement plus longtemps, qui ont une puissance de feu que je n'ai pas. Ma force, si je puis dire, c'est la capacité de faire confiance en mon propre intérêt pour la découverte. Alors aujourd'hui, par exemple, à la vente chez Vici d'Arte, quel est le bijou qui te plaît le plus ? Alors, il y en a beaucoup, c'est difficile. Qui te raconte une histoire particulière ou que tu as eue dans une occasion particulière. Alors, vraiment, le bijou comme ça qui me vient à l'esprit, dont j'aurais peut-être... qui m'a vraiment passionnée, c'est une bague d'Elisabeth Gugeffner, qui est une artiste... J'en ai deux, en fait. Il y en a un... c'est celui-là, qui est une bague érotique, en fait, qui reprend comme la forme d'un œil ou d'un sexe féminin, avec un cabochon d'émeraude et des diamants, une ciselure extraordinaire qui est comme un petit peu un effet de dune, de sable ou de peau, enfin voilà, quelque chose de très organique, de très beau. Et puis il y a un bijou extraordinaire de Parveen Curry, qui est une petite sculpture qui s'appelle Première Mère, puisque Parveen a fait des mères, et qui reprend un petit peu les formes de l'architecture romane avec le style de Parveen, qui est un style très fort, très angulaire. Donc c'est vraiment une petite sculpture à porter, et ce bijou, j'avoue que je pourrais le garder, si je pouvais le garder très longtemps, mais un jour il me quittera aussi pour autre chose, j'en suis certaine. Ton parcours, on peut tout à fait s'y identifier si on est une jeune étudiante aujourd'hui, puisque tu as commencé jeune étudiante et on a vu ta progression de collectionneuse à galériste et à présidente et créatrice d'une nouvelle forme de galerie. Si tu avais un conseil pour une jeune femme qui aujourd'hui voudrait aussi suivre tes traces, qu'est-ce que tu dirais ? Et c'est une question gimmick, c'est une question que je pose à tout le monde. La première des qualités, je crois, c'est l'obstination. Il faut vraiment être très têtu. Comme le disait le facteur Cheval, il l'avait inscrit en lettres d'or sur son palais idéal, qui est un endroit que j'adore. Et il disait, dans la vie, pour réussir, il faut être têtu. Il ne faut pas lâcher. Ça, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que beaucoup de gens ont du talent. Beaucoup de gens ont du talent, de la curiosité. Par contre, très peu de gens vont jusqu'au bout et ne lâchent pas. Et moi, je suis très têtue. Je suis têtue dans l'épreuve, je suis têtue dans le travail. Donc ça, je crois que ça a été ma principale qualité. C'est aussi un défaut, parce que c'est quelque chose de très prenant, parfois d'angoissant d'être comme ça, d'aller au bout, de rien lâcher. Mais je suis comme ça, donc je ne peux pas changer mon caractère. Donc l'obstination, la liberté. Vraiment, ne pas avoir peur de faire confiance en son propre goût. Et même si les gens ne sont pas encore...
je dirais, convaincu par ce qu'on fait. Je crois que si on y met de la conviction, du cœur, du sentiment, de l'affect, ça marche. Parce que, voilà, autre conseil, l'affect. Ne pas avoir peur de mettre de l'affect. On a peur aujourd'hui de l'engagement, on a peur de mettre de l'émotion dans ce qu'on fait. Or, pourtant, je crois que c'est l'émotion, c'est la sincérité. Et les gens le sentent. Quand il y a de la vraie sincérité, les gens vous suivent. Vous savez, les gens sont intelligents, donc quand c'est faux, ils le sentent. Que ce soit les clients, que ce soit les artistes. En fait, ils sentent tout, les gens. Ils ont cette intuition. Et puis enfin, je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important de le rappeler, transformer chaque épreuve en chose positive. Pour qu'on ne souffre pas pour rien. Ça, c'est très très important. Eh bien écoute, on va s'arrêter là. Juste une petite question indiscrète. T'as trouvé un autre chéri ? Oui, j'ai trouvé un homme extraordinaire, merveilleux. Enfin, on s'est trouvé, je dois dire. C'est peut-être ça la différence, c'est qu'on s'est choisis tous les deux. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que c'était aussi ce dont j'avais besoin à l'instant où je l'ai rencontré. C'est-à-dire que je suis passée d'une relation de Pygmalion, c'est-à-dire de muse, à une relation sacrée, à une relation d'équilibre, où avec lui, j'ai l'impression qu'on grandit ensemble. Je suis plus sous le glacis d'un homme, mais je suis devenue un petit peu la coéquipière d'une vie. Et ça, c'est très fort pour moi parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que c'est comme Vici-Darte. Finalement, professionnellement et personnellement, je me suis enfin réalisée. Voilà. Eh bien, je te félicite. Bravo Delphine. Merci, Anne. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Delphine Antoine sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, nous nous retrouverons sur le podcast Il était une fois le bijou pour le 2e épisode de cette nouvelle saison consacrée aux bijoux et aux montres érotiques. Et le 1er mai, votre histoire de bijoux sera sur le podcast Le bijou comme un bisou. Notre prochain rendez-vous avec Brillante sera donc le 15 mai. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillantes.